les gens puissent avoir l'envie très tôt de vouloir créer quelque chose, créer une industrie. Et nous, on n'a pas vraiment hérité de ça. Donc aujourd'hui, il faut construire tout ça. Donc on a des hommes d'affaires qui ne sont pas forcément des industriels, qui sont sur du business, sur du trading, parce qu'on a hérité de ça. On a hérité des importations, du commerce, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a besoin de faire un changement. Le changement a commencé. Aujourd'hui, il y a le privé qui ont déjà commencé. Et maintenant, nous avons 4 projets qui sont des projets industriels. Et parmi ces 4 projets, on a par exemple les agropôles. Donc les agropôles, c'est quelque chose qui touche vraiment le secteur de la transformation agricole. Aujourd'hui, nous travaillons, pour ça je suis content de vous voir ici, nous travaillons beaucoup avec l'ONUDI sur la réalisation des 3 agropoles nord, centre et sud. Pour les agropoles, par exemple, on a déjà fait des études de préfaisabilité. Nous sommes en phase d'amorcer l'étude de faisabilité et pour la réalisation. Donc c'est un projet qui, nous y allons sûrement, parce qu'en fait, il faut une inclusion complète de tout le système, de tous les acteurs qui sont autour. Donc ils ont eu déjà l'occasion à faire pas mal d'actions dans le sud. Là aujourd'hui dans le process, nous sommes à peu près sur des études de partage, sur les études de préfaisabilité dans le nord. Et nous sommes aussi en parallèle en train d'étudier les agropoles. Donc l'agropole est une réponse, une sorte de cluster autour de la transformation agricole. Donc c'est vraiment une réponse par rapport à ce souci de mutualiser, de mettre ensemble l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc là, nous mettons ensemble les producteurs, les transformateurs, nous mettons ensemble aussi le public. Aujourd'hui, l'État porte ce projet-là, mais c'est un projet aussi qui doit être porté par le public. Ici. Néanmoins, on va essayer de se contracter sans pouvoir y arriver fondamentalement. Alors, on pose une question très précise, à laquelle je vais dire ceci, et qu'il a évoqué. La contractualisation est un système par lequel on fixe l'ensemble des paramètres d'une réussite. À savoir, lorsque nous avons commencé à travailler dans nos expériences en 2003 sur le monde agricole pour insérer les céréales dans le dispositif laitier, qui est notre métier, notre cœur de métier, on s'est trouvé avec un marché qui était complètement inopérant. Les prix étaient fluctuants, la qualité n'était pas bonne et les disponibilités n'étaient pas sur place. On ne veut pas aller à une opérationnalité d'affaires dans un cas comme celui-là. Nous avons donc trouvé que la contractualisation, c'est-à-dire le monde industriel allant vers le monde agricole, comme il a dit, acceptant de financer les intrants, fixant des paramètres de qualité en cas de charge bien précis, et effectivement allant de la semence à la récolte, à la transformation paysanne au monde rural dans le battage pour pouvoir garantir bien sûr la qualité. Nous sommes partis donc à ce contrat et progressivement nous sommes partis de 150 hectares dans le cadre du programme pour projet de croissance économique de l'USAID qui est le Nathan Bay avec mon ami Waza qui est là et nous sommes arrivés l'année dernière à 800 hectares. Cette année, nous sommes partis pour beaucoup plus que cela, parce que les dispositions, on est arrivé donc à avoir ce qu'on appelle un mille propre, pour pouvoir sortir des produits de qualité, mais surtout que le paysan s'est retrouvé à avoir un prix à la contractualisation qui était payant. Ça veut dire qu'au mois de mai-juin, là où nous sommes actuellement, nous allons procéder à la confirmation des contrats, nous allons fixer le prix aux producteurs, et nous allons mettre l'argent qu'il faut pour acheter l'ensemble des intrants. Le paysan n'a pas de meilleur chemin que celui-là, que d'aller à la terre et se mettre au travail. Nous aussi, ça nous a permis de pouvoir avoir une matière première de qualité, de sortir des produits de qualité et de servir un consommateur qui attend des produits de qualité et en prix qui soient constants. Puisque nous avions une fidélisation de la matière première en prix, nous avions la possibilité de fidéliser le prix au consommateur. Donc la contractualisation est pour moi le schéma par lequel tout le monde se retrouve sur la... Nous ne pouvons pas, dans un pays qui veut être émergent, bâtir la consommation de nos produits locaux transformés sur une TVA à l'excès de 18%. Je le répète encore une fois, je l'ai dit au président la dernière fois, il faut une TVA incitative. C'est pourquoi j'ai aimé tout à l'heure lorsque quelqu'un a parlé de la fiscalité. La fiscalité de l'aliment peut faire émerger énormément de clusters au niveau de l'alimentation. Et j'invite effectivement, madame, d'être mon interprète auprès de notre ministère de tutelle, de défendre fondamentalement
la résolution qu'on doit pouvoir pousser les gens à acheter moins cher, à consommer et à produire encore plus. Parce que notre agriculture dépendra de nos consommateurs d'abord. Parce que les Chinois, ils sont là, ils ne vont pas manger de couscous. Les Français, ils n'ont plus. Donc si on ne consomme pas, nous n'avons pas de prix compétitifs capables de nous faire projeter vers les marchés extérieurs qui effectivement attendent nos produits. Mais si on est à trop cher au départ, ils ne pourront pas rentrer. Alors commençons par le deuxième corps. Je reviens de Kafrine où dans ma démarche pédagogique, en fait, je mets en immersion les jeunes. On était jusqu'à Nganda pour faire en fait le diagnostic des problèmes, parce que nous on démarre toujours par l'identification des problèmes. Il faut montrer aux étudiants en fait il faut partir des problèmes. Après on fait le diagnostic et ils font un rapport. Ils ont une idée. Depuis une semaine, on est en train de tourner, on est en train de regarder les modèles parce que c'est un master en agroécologie. Tout à l'heure, je vais revenir sur les problèmes de M. Si, parce que l'agriculture conventionnelle n'est pas l'agroécologie. L'agroécologie permet de solutionner certains types de problèmes et on a beaucoup de solutions. C'est un master qui est adossé à un laboratoire et on a des solutions. J'y reviendrai. Et donc la démarche pédagogique c'est ça, l'immersion, et après on revient et avec les étudiants on commence à co-construire avec eux le savoir. C'est un peu l'approche pédagogique inversée. Les étudiants déroulent en fait un projet personnel professionnalisant à partir de ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et nous on les accompagne. Et autour donc de cette formation, il y a tout un panel de cadres. Nous, on organise, mais il y a des agro-industriels, il y a des chercheurs de l'ISRA, nous intervenons beaucoup avec l'ISRA CDH. Et donc, toute compétence qui est nécessaire pour résoudre en fait les problèmes des jeunes est mobilisée. Voilà, autour de l'objectif professionnel de l'étudiant. Voilà, et à la fin du processus, pratiquement, il y a des jeunes pratiquement qui sont recrutés avant de terminer par exemple la première année, parce que c'est un master en 2 ans. Dès qu'ils font le stage, il y en a qui sont recrutés. Il y a énormément de potentiel au Sénégal. Je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont riches, qui sont des cadres, qui ont des terres et qui s'intéressent à l'agriculture et qui commencent à travailler avec nos jeunes. Par exemple, moi, de plus en plus, je change l'approche pédagogique classique. Je suis obligé de tenir compte du fait que quand un jeune me dit, monsieur, j'ai un contrat, voilà, j'ai un emploi, comment j'appuie tel monsieur, etc. Je suis obligé. Donc, c'est une approche pédagogique. J'ai développé deux approches à Louga sur la filière mine, qui nous a permis de matières premières, parce qu'ils se plaignaient que la matière première qu'ils recevaient avait 20% de déchets, sable, cailloux, etc. Nous avons travaillé à les mettre en relation avec des producteurs de Louga, dans une grande organisation qu'on appelle FAPAL, Fédération des producteurs de Louga, et ils ont discuté, comme dit Pierre Diaye, cahier des charges, où on a défini essentiellement le taux de déchets qui était de 5%, qui était ramené à 5%, qui était raisonnable, et également sur la stabilité du prix sur toutes les périodes de l'année. Et ça a permis vraiment de faire beaucoup de livrer et d'améliorer. Et entre-temps, on a introduit l'école supérieure polytechnique. Justement, c'est eux qui devaient prendre la matière première, l'amener dans les laboratoires de l'école pour pouvoir. Donc, il y a une relation secteur privé, lycée technique, et il a manqué un acteur important, c'est la banque.